Moi, Marx, je lui dois ma liberté intellectuelle. Parce qu'il y en a qui trouvent que tu t'es opposé à lui dans ton dernier livre, qui vont dire que justement la lutte du peuple contre l'oligarchie, contre les élites, au final, c'est plus vraiment de la lutte des classes, que tu évacues la question du réseau, que tu évacues les rapports de production, c'est plus des rapports de production, c'est des rapports de consommation. Bon, et ça dit, Jean-Luc, ça y est, il est anti-marxiste, quoi. Oui. Je peux être méchant un peu? Ah ben vas-y. Là, je t'ai posé cette question pour ça. C'est une approche du marxisme qui est rabougrie. Et voilà, je me suis fait insulter par Jean-Luc Mélenchon. Je vous explique tout. Jean-Luc Mélenchon a sorti un bouquin qui servira sûrement de ligne directrice à la France Insoumise jusqu'aux prochaines élections. Dans ce bouquin, Faire mieux, vers la révolution citoyenne, il nous propose sa vision de l'antagonisme politique actuel entre ce qu'il appelle le peuple, qui sont les gens dépendants du réseau du collectif, et puis ce qu'il appelle l'oligarchie, qui s'accapare ce réseau collectif. On va revenir sur ces notions de réseau, mais imaginez par exemple l'eau courante, Internet, l'électricité, certains transports, des choses du genre, quoi. Cette contradiction entre peuple et oligarchie est fondamentale dans la théorie de Mélenchon et donc dans sa stratégie politique. Il s'appuie sur ça pour analyser le monde et établir certaines stratégies. Et ça vient remplacer l'opposition plus classique à gauche entre ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour vivre, qu'on appelle habituellement les prolétaires, et puis ceux qui se sont appropriés les moyens de production et qui font travailler ces prolétaires en leur extorquant une part de leur valeur produite, qui sont les bourgeois. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu Mélenchon depuis quelque temps, ça date pas d'hier, ce remplacement de l'antagonisme bourgeoisie-prolétariat ou travailleur-bourgeoisie par l'antagonisme peuple-oligarchie. C'était déjà le cas il y a 10 ans, quand Mélenchon se présentait en 2012 avec le Front de gauche, et c'est ce qu'on a parfois appelé le populisme de gauche. Alors c'est quoi le contexte? Comment est-ce que Mélenchon en vient à traiter des gens comme moi de récitateurs qui seraient dans un marxisme rabougri? Eh bien, il se trouve qu'avec d'autres marxismes, comme par exemple les camarades de Position Revue, avec qui on fait souvent des podcasts, des lives, des gens comme François Bégodeau, des gens comme Nicolas Framont, on a critiqué l'approche de Mélenchon pour lui préférer l'antagonisme plus classique bourgeoisie-prolétariat. Parce qu'on considère qu'on peut mieux analyser la société à partir de cet antagonisme-là, et que ça peut permettre de proposer des stratégies politiques qui sont les plus adéquates possibles à la situation qu'on vit. Pour tout vous dire, avec Position Revue, on a même débattu de tout ça en live avec Raz et Cassandre. Je vous laisse aller voir ma chaîne secondaire, qui est aujourd'hui la plus grosse des deux chaînes, mais qui est la chaîne où je sors mes lives, dans un débat donc autour de cette opposition entre les deux types d'antagonisme et autour du livre de Jean-Luc Mélenchon. C'était assez sympa, c'était un débat entre camarades, mais il y avait une vraie opposition théorique et stratégique. Mais c'est pas un réseau d'accéder. Bah arrête, non. Attends, arrête. Mais non, mais les gars. Mais attends. Et c'est justement ce débat qui a fait que Raz, lorsqu'il s'est retrouvé à interviewer Jean-Luc Mélenchon pendant le Zawa Show, eh bien il a pensé à lui poser la question que moi je lui aurais posée, c'est-à-dire à questionner cette analyse théorique et cet antagonisme qu'il met en avant. Parce qu'il y en a qui trouvent que tu t'es opposé à lui dans ton dernier livre, qui vont dire que justement la lutte du peuple contre l'oligarchie, contre les élites, au final c'est plus vraiment de la lutte des classes, que t'évacues la question du réseau, que t'évacues les rapports de production, c'est plus des rapports de production, c'est des rapports de consommation. Et ça dit, Jean-Luc, ça y est, il est anti-marxiste, quoi. Bon, déjà, je remercie Raz parce que vraiment, il s'est fait l'avocat du diable et il a posé exactement la question que j'aurais posée aux vieux, c'est-à-dire en expliquant bien, et ça c'est cool, il nous a pas caricaturé. Sauf qu'évidemment, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la réponse de Mélenchon ne me convient pas. Le marxisme n'est plus un matérialisme historique, c'est-à-dire le matérialisme appliqué à l'histoire, c'est une récitation. Et on récite tout le temps la même chose. Et on ne voit de la réalité sociale que ce que lui a mis en lumière et qui est génial, c'est d'avoir compris que la réalité sociale était faite d'antagonismes sociaux. Et que ces antagonismes fondaient des classes. Moi, j'ai absolument pas renoncé à ça. J'explique au contraire dans quelles conditions nouvelles a lieu la lutte de classe. Pourquoi ? Parce que ce qu'était la condition d'une minorité sociale, le prolétariat, je répète, une minorité sociale. Ça n'a pas été rien comme conséquence dans la lutte politique socialiste. Que ce que nous représentions était en minorité dans la société. Parce que les paysans étaient plus nombreux, parce que les artisans, parce que les petits propriétaires étaient les plus nombreux. Pour ça, on s'est cassé la tête pendant 3 générations à mettre au point des stratégies d'alliance
qui évidemment étaient tout aussi impraticables les unes que les autres, parce que comment tu t'en vas expliquer à des gens qui sont propriétaires de leurs moyens de production qu'ils vont être sauvés par le fait que les moyens de production vont être collectivisés. C'était donc particulièrement difficile. Le matérialisme historique, il nous apprend à étudier les conditions réelles de l'appropriation qui crée la domination. Les conditions ont changé, c'est-à-dire que la condition qui était celle d'une minorité est devenue celle de tout le monde. Je trouve que Mélenchon passe sous silence notre critique, qui pourtant était bien posée par Raz dans la question, et fait comme si les marxistes actuels pensaient la société comme il y a 150 ans, comme une espèce d'usine géante. En bref, il nous fait passer pour des ringards. Or, la querelle qui nous oppose n'est pas une querelle entre des gens qui seraient coincés dans une vieille tradition marxiste, nous, ou Nicolas Framont, ou Bégodeau, ou Position Revue, et lui qui aurait actualisé l'analyse. C'est vraiment une querelle entre deux tentatives d'actualisation des analyses matérialistes pour coller au plus proche à la société actuelle. D'un côté, l'analyse de l'actualisation marxiste, communiste, les nôtres, et puis de l'autre côté, les actualisations populistes de Mélenchon. Ah non, peupliste, hein, c'est très important, c'est pas populiste, mais c'est peupliste maintenant. Moi, j'amène le mot peuplisme, c'est-à-dire que je définis comme acteur de l'histoire le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble des gens qui dépendent des réseaux pour produire et reproduire leur existence. Donc je pense qu'il y a un vrai débat, et c'était peut-être pas le but pour Mélenchon de répondre à ça à l'oral pendant le Zawa Show un peu pris au dépourvu, mais c'est pas un truc qu'on peut mettre sous le tapis, parce qu'il y a vraiment une opposition de fond, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont d'accord avec Mélenchon et beaucoup de gens qui sont d'accord avec les marxistes. Et surtout, ce qu'il faut s'enlever de la tête, et que certains essaient de faire croire, c'est que c'est une querelle entre deux mots. C'est-à-dire qu'on serait attachés, nous, au mot prolétariat. Alors je vous le dis, moi j'en ai rien à foutre d'utiliser le mot prolétariat, c'est pas un mot que j'utilise personnellement souvent dans mon langage commun, parce qu'il est un peu connoté. Plus simple de dire travailleur, salariat, parfois les gens comprennent mieux que de dire prolétariat, on a l'impression de se la jouer vieux marxiste, quoi. Et donc vraiment, c'est pas une querelle nominale, c'est pas une querelle de mots. Clairement, si Mélenchon utilisait le terme peuple, et que ça recouvrait exactement la même chose que ce que moi j'appelle le salariat, par exemple, ou le prolétariat, bien, j'aurais aucun problème, il peut dire peuple s'il veut. Le problème, c'est qu'il y a un vrai débat de fond, et dans sa manière de définir le peuple, dans la dépendance par rapport au réseau du collectif, bien, ça n'a rien à voir, ça recouvre plein de gens en commun avec ce que je pense, mais c'est pas pareil que ce que j'appelle le prolétariat ou le salariat en tant que marxiste. Et tout ça, c'est capital parce que selon à qui on veut parler, contre qui on veut lutter, eh bien, on n'adopte pas les mêmes propositions politiques, la même stratégie, et puis le même programme politique. Donc bon, vous comprenez maintenant pourquoi je voulais faire cette vidéo et j'y tenais un peu, et j'espère qu'elle fera assez de bruit pour qu'elle soit vue par l'homme pour qui j'ai voté au présidentiel, puis que ça le fera peut-être réfléchir un petit peu d'un point de vue théorique et puis aussi d'un point de vue stratégique. Pour vous expliquer tout ça, je suis accompagné aujourd'hui du youtubeur marxiste Cathédrale Osseuse, qui est justement en train de produire une série de vidéos par rapport au dernier bouquin de Mélenchon, et donc je vous invite à le suivre et je vous laisse un petit peu avec lui. Bonjour, c'est moi la Cathédrale. Moi aussi j'ai voté pour lui. C'est même le seul candidat pour qui j'ai toujours voté. C'est ce mec qui m'a fait kiffer la politique, j'ai un profond respect pour lui, vous imaginez même pas. Mais il y a un moment, les frérots, faut savoir tuer le père. Bon, on va rentrer direct dans le cœur du sujet, comme l'a dit Padu, c'est pas une simple polémique sur les mots, on s'en branle, nous on fétichise pas les mots, on laisse ça à ceux qui peuvent se chauffer l'hiver. Problématiser ce problème, des manières de problématiser ce problème, et mon livre, il va mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème. La seule question qui doit nous obséder, c'est celle de la prise du pouvoir pour changer le monde. Point. On veut le pouvoir, on veut transformer le monde, et pour faire ça, on a besoin d'avoir une compréhension rationnelle des choses. Si on est aussi chiant avec la théorie marxiste, comprenez bien que c'est parce qu'on pense que c'est l'outil le plus puissant pour comprendre et transformer le monde. C'est pas par folklore ou intellectualisme. Et si on perd autant de temps avec la notion de peuple du vieux, c'est aussi parce qu'elle est directement liée à la question du pouvoir. Pour prendre le pouvoir et imposer une politique de rupture, faut un corps social qui a intérêt à ça, et qui est capable d'engager le rapport de force. La question c'est donc, qui rentre dans ce corps social, sur qui on s'appuie pour s'organiser. Ici on doit donner en partie raison à Mélenchon. Faut pas faire comme certains vieux marxistes caricaturaux, ou rabougris si vous préférez, qui réduisent tout à une analyse caricaturale du monde qui date du 19e siècle, où on a l'impression qu'il y a le patron de l'usine, et puis que tout le monde est ouvrier dans une usine, parce que c'est pas ça ce qui se passe actuellement. Non pas que les ouvriers n'existent plus, mais il y a eu une diversification des couches sociales en un siècle et demi, et on doit en parler.
Et même au 19e siècle, évidemment, il n'y avait pas juste les ouvriers contre les patrons, il y avait aussi beaucoup de paysans. Et d'ailleurs, Marx était bien au courant, hein, quand il parle dans les luttes de classe en France des différentes classes sociales, il y en a beaucoup plus que deux chez lui. Et le problème de penser de manière caricaturale comme ça, c'est que ça nous empêche de comprendre comment la société fonctionne actuellement, et puis d'imaginer comment on pourrait prendre le pouvoir en s'appuyant sur certaines couches sociales qu'on doit viser, et puis en luttant contre d'autres couches sociales. Si on regarde les choses de manière moins figée, par exemple, on se rend compte qu'un chômeur, c'est rien d'autre qu'un prolo qui est privé de travail. Puis qu'un étudiant, c'est un aspirant travailleur aussi. Donc on est obligé de prendre en compte le fait que les étudiants, les chômeurs, ils ont certains intérêts qui ne sont pas forcément exactement pareils que les gens qui ont un travail, mais qui ont tendance à aller dans le même sens parce qu'ils se font spolier par les mêmes gens. Donc à la fois, on doit comprendre que c'est un peu débile de taper sur les chômeurs en disant c'est des feignasses comme fait la droite pour opposer les chômeurs et les travailleurs alors que les chômeurs ils sont privés d'emploi par le système capitaliste. Mais on ne doit pas passer sous silence la conflictualité qu'il y a à l'intérieur de la société. Par exemple, je sais pas, le smicard qui somme un peu sur les 3000 balles par mois de l'ingénieur informaticien, ou l'étudiant qui, même s'il est étudiant, selon s'il est d'une famille aisée, il va pas avoir exactement la même idéologie que l'étudiant qui est obligé de bosser au McDo pour se payer ses études. Ou même un truc classique aussi, c'est le vieil employé au CDI qui n'a pas les mêmes intérêts qu'un intérimaire qui est payé limite à la tâche sur le même poste que lui. Bref, je pense que là-dessus, on est d'accord avec Mélenchon et qu'on doit féliciter Mélenchon pour ça, c'est-à-dire que oui, il y a une conflictualité actuelle qui ne se résout pas juste en disant le prolétariat pour dire on englobe tout et on passe sous silence, on met sous le tapis toute la conflictualité sociale. On doit penser ça et je pense que Mélenchon là-dedans a eu raison de pointer du doigt les étudiants, les précaires et tout ce qui ne rentrait pas classiquement dans une espèce de marxisme caricatural rabougri où c'est ouvrier versus patron. Mais là, on pourrait s'opposer un peu à lui, c'est qu'en réalité, les marxistes conséquents, il y en a toujours eu, ont toujours pris en compte tout ça. Lénine, en 1917, pendant la révolution d'octobre, il dit il faut faire alliance avec les paysans. Pourtant, les paysans, c'est pas le prolétariat. Donc si on prend juste la théorie comme ça, comme si fallait suivre le capital comme la Bible et puis dire c'est le prolétariat qui va tout faire et les paysans c'est des traîtres, c'est des réactionnaires ou je sais pas quoi, on fait pas alliance avec la paysannerie. Et d'ailleurs il y avait des gauchistes qui disaient à Lénine non, il faut pas faire ça parce qu'ils étaient un petit peu dans la pureté idéologique. Sauf que Lénine il comprend bien qu'il faut essayer de radicaliser le plus possible toutes les classes et les couches de la société qui ont intérêt à lutter contre la classe dominante tsariste de l'époque et la bourgeoisie montante. Alors il fait des concessions pour faire une alliance. Et aujourd'hui, c'est pareil avec les agriculteurs, par exemple. Moi, ça me viendrait pas à l'idée d'aller cracher sur les agriculteurs en disant « Ah oui, non, mais c'est tous des petits bourgeois qui ont une petite propriété agricole. » Ah non, entre un mec de la FNSEA qui a les mêmes intérêts que l'agro-industrie et puis un petit paysan, je fais la part des choses et je sais que le petit paysan, il a les mêmes intérêts que nous à lutter contre les gros, contre l'agro-industrie, contre... même le capitalisme libéral qui le pousse toujours à être en concurrence avec des gens à l'autre bout du monde qui n'ont pas les mêmes normes et tout ça, quoi. C'est pour ça qu'a priori, l'idée de Mélenchon de s'appuyer sur un corps social super large, ce qu'il appelle le peuple, qui est en gros, même s'il le dit pas comme ça, les 99% qui luttent contre les 1%, pourquoi pas, ça permet d'inclure des gens comme les agriculteurs en lutte, par exemple. Par contre, on doit regarder les conséquences que ça a, d'agir et de regarder le monde à partir d'un tel sujet révolutionnaire transclasse, avec à la fois des prolos, des étudiants, mais aussi des bourgeois dans le lot. Parce que c'est bien ça que recouvre la notion de peuple de Mélenchon, c'est toutes les personnes dépendantes des réseaux du collectif. Dans ce peuple, il y a autant un mec qui aurait 10 restaurants dans la Creuse que ses employés, car ils dépendent tous d'internet, de l'eau courante et de l'électricité. Car les réseaux, c'est pas autre chose que des moyens de production interdépendants car connectés. L'échelle que ça convoque, elle est tellement dingo que même les bourgeois la subissent au fait. Personne ou presque est indépendant de ces réseaux. Les seuls qui tendent vers l'indépendance et qui vont même pouvoir s'accaparer ces réseaux, c'est ce que Mélenchon appelle l'oligarchie. Genre les milliardaires quoi, mais ça représente presque personne. En diluant les rapports de production dans la question du rapport à la consommation, autrement dit, en diluant l'opposition de classe selon la propriété des moyens de production dans le fameux accès au réseau qui est extrêmement flou et aussi vrai pour un millionnaire que pour sa femme de ménage en fait. Mélenchon s'empêche
de voir la conflictualité que le marxisme, lui, met en lumière, en regardant plutôt du côté de la production. Alors là, je vous vois venir tout de suite, les Cassandres mentaux qui vont me dire oui, mais c'est justement ça le but, on tape le plus large possible pour se mettre le moins de monde possible à dos, on ligue tout le monde contre les 1% pour pouvoir se faire élire. Je sais que c'est la stratégie de Mélenchon et il a raison, il faut s'aliéner le moins de monde possible pour pouvoir être élu. La raison pour laquelle on peut abandonner sans problème le mot progrès et qu'on ne peut pas abandonner suite peuple, c'est parce que le peuple, ça renvoie bêtement aux gens qui vivent dans le pays. Donc ça renvoie déjà à la majorité que tu essayes de convaincre pour prendre le pouvoir. Là où le progrès, on peut se dire, même dans un truc stratégique de « oui, bon, ça a trop mauvaise presse, on l'utilise pas, même si tu en utilises les contenus ». Alors que le mot peuple est beaucoup trop... Enfin, l'idée de peuple est beaucoup trop incontournable, particulièrement quand tu revendiques une révolution citoyenne. Donc la conquête d'une majorité, la conquête d'une hégémonie, l'idée de peuple est beaucoup trop importante et stratégiquement, on ne peut pas faire sans. Je pense qu'il faut revenir à l'intérêt électoraliste de sa posture. C'est que pour moi, tu ne peux pas penser le concept de peuple contre oligarchie en le décorrélant d'une manière de réunir le plus largement possible des gens qui auraient intérêt à soutenir le projet de la France insoumise. Sauf que moi, mon problème en tant que communiste, c'est pas juste de prendre le pouvoir. Et je pense pas que vous non plus, ce soit votre but, les mélenchonistes et même Mélenchon. C'est de pouvoir en faire quelque chose aussi de ce pouvoir, c'est de pouvoir changer la société avec le pouvoir. Et c'est là où cette stratégie peut me paraître un peu faible parfois, ou un peu dangereuse. C'est parce que quand on a mis la conflictualité en dessous du tapis, quand on a tout caché comme ça en disant non, on tape le plus large possible, on s'aliène personne, une fois qu'on est élu, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça risque de nous sauter à la gueule plus tard, et que cette conflictualité, elle va ressurgir, et de manière même encore plus intense, avec la lutte de la bourgeoisie qui aura l'impression de perdre le pouvoir et qui mettra tout en jeu pour pouvoir le récupérer. On va expliquer ça à partir de deux scénarios différents. Dans le scénario optimiste, Mélenchon arrive au pouvoir, il met en place une constituante pour pouvoir réécrire les règles du jeu de la République comme prévu par son programme. Dans ce cas-là, toute la conflictualité de classe avec laquelle il a su habilement manœuvrer pour arriver au pouvoir, elle va devenir quoi d'après vous ? Elle va devenir quoi cette conflictualité quand on va devoir débattre de la propriété lucrative, de l'écologie qui va rentrer en contradiction avec le libre-échange, de féminisme, de tout ça? Eh bien à ce moment-là, les dominants ils vont pas fermer leur gueule et la conflictualité elle va ressurgir. L'exemple de ce qui s'est passé actuellement au Chili, je trouve qu'il est assez bon pour comprendre tout ça. En 2019, une banale augmentation des prix des transports publics met le feu au Chili. Les gens se mettent en mouvement, la question de la répartition des richesses réapparaît. Le peuple désire une nouvelle constitution parce que leur constitution date de la dictature de Pinochet. Le président cède, une assemblée exclusivement citoyenne est convoquée. Dans la foulée, un nouveau président de gauche est élu face à l'extrême droite, Gabriel Boric. Ou Boric, je ne sais pas comment ça se dit. Cette nouvelle constitution, écrite par les citoyens, est plutôt à gauche, avec le contrat social mis en avant, l'éducation, la santé, la liberté d'expression, l'environnement. Et il y a même la volonté de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. Le problème, au moment de la voter, une large majorité de la population la rejette. C'est un échec. Alors pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cet échec ? Déjà, comme dans tout bon pays capitaliste qui se respecte, et vous n'allez pas me dire que c'est pas le cas de la France, les médias sont concentrés dans une poignée de main qui sont évidemment des bourgeois, des milliardaires. Et pendant toute la réécriture de la Constitution, les médias ont lavé le cerveau des gens. Aussi, avec l'élection d'un président de gauche juste avant, on imagine bien que ce référendum sur la nouvelle Constitution est aussi une manière de sanctionner le président. Si on veut être honnête, il y a aussi une troisième chose, c'est le fait qu'on a rendu le vote obligatoire. Et donc, on ne sait jamais trop comment vont voter les gens qui ne votent pas habituellement. Et puis enfin, après plusieurs décennies de propagande et de politique néolibérale, le sens commun, c'est-à-dire ce que pensent les gens de manière presque inconsciente, il était néolibéral dans ce pays-là. Ce sens commun, conservateur et réactionnaire, il a été sous-estimé par la gauche. Et une illustration de ça, c'est le vote des femmes, à plus de 50% contre une constitution qui leur permettait d'avoir de nouveaux droits importants, ancrés dans la constitution, donc c'est même pas des lois, c'est des choses qui sont
quasiment inchangeable à moins de refaire de nouvelles constituantes ou de changer la constitution. Bref, cet échec de la constituante chilienne, je vous l'ai fait rapidement, j'ai lu des articles par rapport à ça, je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire en plus. Mais il faut quand même y réfléchir, parce que ça ressemble fortement à ce que voudrait faire Mélenchon, et même si la France n'est pas le Chili, évidemment, on ne peut pas passer outre des réalités comme ça, qui sont contemporaines, et qui pourraient très bien se passer en France. C'est pas parce qu'on veut défendre les intérêts du peuple que le peuple va suivre, surtout quand on n'a pas les médias avec nous. L'autre scénario qu'on a en tête, il est parallèle à celui-ci. Une fois Mélenchon au pouvoir, il se passe quoi en fait? On dirait que personne se pose la question, pourtant c'est pas une petite question. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on vit dans une société de classe. L'État, les institutions, les médias, tout est au service de la bourgeoisie. C'est très difficile d'arriver au pouvoir avec un projet de rupture en respectant les règles du jeu. Difficile mais pas impossible. Quand ça arrive, ça donne Allende au Chili, Tsipras en Grèce, Correa en Équateur. Alors oui, vous allez me dire, gna gna gna, le Chili c'est pas la France, l'Équateur c'est pas la France c'est la France. Et vous avez raison, hein, faut toujours partir de la situation concrète pour voir ce qui est possible. Il n'y a jamais de recette toute faite. Mais ça n'empêche pas de comparer et d'étudier des cas concrets. Et les cas concrets, justement, ils font peur en fait. C'est donc difficile de savoir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, les frérots, c'est que la lutte des classes, elle s'arrête pas avec une victoire électorale en fait. Elle va au contraire s'amplifier. La bourgeoisie européenne et américaine, par peur que la victoire de Mélenchon contamine tout le continent, elle peut flipper en fait. Déjà, faut voir jusqu'où sont allés les Américains, avec le Chili, par peur de voir le socialisme se propager en Amérique latine. Alors oui, nous, on a une armée pas dégueu, la dissuasion nucléaire, une industrie puissante, c'est pas le même rapport de force, ok. Mais dans tous les cas, il y aura un mouvement défensif réactionnaire. Et c'est là que la question du peuple ressurgit. Moi, je me suis livré dans cet ouvrage à une sorte d'expérience de pensée qui imagine l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Alors, bon, tournons pas autour du pot. Hein. On imagine, voilà, il y a un gouvernement, la France Insoumise, et il y a un président Mélenchon. Il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, je suis désolé, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en 2 semaines. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui. Ordre de gros lordons. Mélenchon au pouvoir, c'est un bug dans la matrice. S'il n'y a pas un corps social pour défendre le gouvernement de rupture, c'est mort. La question qui émerge là, c'est la question de la maturité politique du corps social qui porte la transformation. C'est la question de la conscience de classe et c'est aussi la question de l'organisation de cette classe. Les gens savent pas spontanément quels sont leurs intérêts. Et même quand ils le savent, ils ont besoin d'organisation pour défendre leurs intérêts. Les gens ont besoin de syndicats, de partis de masse, d'éducation populaire. Imaginez juste si les Gilets jaunes avaient eu une bonne orga, des relais médiatiques indépendants, etc. Ça aurait pas été la même partie pour la bourgeoisie. La stratégie électorale de Mélenchon, c'est un peu « élisez moins et faites-moi confiance ». Alors qu'on a besoin d'un sujet politique conscient de ce qu'il veut et prêt à défendre ça. Alors oui, on sait que la France Insoumise développe l'Institut La Boétie, ils essaient de trouver des locaux, de se structurer plus, mais on est encore très très loin du résultat. On a besoin d'être encore mieux organisé et de savoir vraiment sur qui compter. C'est comme ça qu'on ira plus loin qu'un mouvement gazeux qui repart de zéro ou presque à chaque élection et qui a du mal à s'implanter organiquement dans la société. Vous allez me dire qu'on s'éloigne de la question de départ, mais on est en plein dedans. La question, c'est qui veut-on organiser et conscientiser comme sujet politique transformateur de la société? Quel sujet politique sera prendre le pouvoir et le garder pour pouvoir aboutir à des grandes avancées sociales. Pour ça, il faut un sujet politique assez large pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc on aura forcément des contradictions internes quand on prend un sujet large. Mais il ne faut pas qu'il soit trop large, avec trop de contradictions, avec trop de couches sociales qui vont trahir au moment où on voudra vraiment changer les choses, parce que ces changements de choses iront contre leurs intérêts matériels. Par exemple, si on discute de propriété lucrative avec des gens qui sont des bourgeois ou qui sont des petits bourgeois, en général, ils vont plutôt être contre. Et donc, faut pas qu'il y ait trop de couches sociales qui rejoignent la bourgeoisie et qui fassent tout capoter. Et pour nous, en tant que marxistes rabougris, eh bien, la contradiction principale, la contradiction qui structure le plus la société actuelle dans un mode de production capitaliste comme le nôtre, avec des droits formels, on n'est pas dans une société d'apartheid, on n'est pas dans une société où à ce moment-là la contradiction ethnique, raciale pourrait être la contradiction principale. Eh bien pour nous, cette contradiction, c'est celle qui se base autour de la propriété lucrative des moyens de production, de qui a les moyens de production et de qui est obligé de vendre sa force de travail parce qu'elles n'ont pas les moyens de production et parce que c'est le seul moyen pour eux de vivre. Donc la question elle est simple.
est-ce que tu es du côté de la bourgeoisie, des propriétaires? Est-ce que malgré toute la gentillesse que tu peux avoir, ben le matin, quand tu te lèves, tu te dis « Ah ben j'espère que mon employé, elle va pas déposer un congé maternité parce que ça va me mettre dans la merde et peut-être que je vais faire faillite. J'espère que machin qui avait mal au ventre hier, il va pas déposer un arrêt de travail parce que ça va me coûter de la thune. » Est-ce que toi, t'es dans ces dispositions mentales-là avec ces intérêts matériels-là? Ou est-ce que t'es du côté du prolétariat moderne, hein, de nous ce qu'on appelle le salariat? Est-ce que t'es du côté de ceux qui, le matin, se lèvent en se disant « Pas envie de subir cette pression hiérarchique que j'ai subie hier ?» Est-ce que tu es du côté de ceux qui sont considérés comme des objets, comme une ressource humaine? Les mêmes qui coûteraient cher à cause des charges qu'on paye pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Cette contradiction, pour nous, elle est principale parce que vous avez bien vu que c'est pas une question de bonne volonté, c'est une question d'intérêt matériel vraiment direct, assez simple. Et donc, qu'on doit organiser les gens qui sont du côté du progrès social là-dedans, qui sont le salariat par exemple, dans des partis, dans des syndicats, qu'on doit élever leur niveau de conscience et qu'on doit pas leur mentir en disant « Ah bah non, ton patron qui a 5 restaurants, il est avec toi parce que c'est pas Bernard Arnault et que lui aussi il est dépendant de l'eau courante et l'électricité. » Si on ne dit pas aux gens les choses et si on permet pas une conscientisation en tant que classe du sujet transformateur de la société, eh bien on s'empêche à terme d'être fort et de pouvoir se reposer que sur nous-mêmes. Si on n'a pas nos propres syndicats, partis, médias pour lutter contre les médias bourgeois, contre le MEDEF, contre tous ceux qui vont nous taper dessus et qui seront eux organisés au moment où il faudra changer les choses, eh bien je pense qu'on est dans la merde et qu'on n'arrivera pas à changer les choses. Bon, après avoir dit ça, on fait quoi? On cancel Mélenchon? Non, bon, en vrai, je pense qu'on votera Mélenchon en 2027 ou France Insoumise s'il n'y a pas d'autres candidats pour une gauche de rupture qui est mieux placé. On arrêtera de voter pour lui le jour où on pourra mettre à sa place une force politique communiste qui aura une même hégémonie, qui pourra challenger du moins son hégémonie. Et déjà, si jamais on arrive à envoyer un candidat France Insoumise au second tour de la présidentielle 2022, ce sera un signe fort pour montrer qu'il y a une alternative au néolibéralisme autoritaire, qui soit identitaire ou pseudo-progressiste, sauce printemps républicain. Au fond, si on fait cette critique de fond, c'est parce que c'est nous les vrais mélenchonistes. Parce que nous, on veut pouvoir faire mieux, on essaie de réfléchir, on essaie de critiquer, non pas pour rejeter, mais pour faire mieux. Donc voilà, on est plus mélenchoniste que Mélenchon lui-même et que la Zawaprod, parce que eux ils veulent faire comme en 2017 et en 2022, et nous on veut faire mieux. Plus sérieusement, on prétend pas avoir toutes les solutions clés en main, mais on identifie clairement de grosses limites à la stratégie de Mélenchon. Alors vous allez dire, ils sont chiants les deux là, à tout critiquer sans avoir de solution. Bon, c'est vrai, on est chiant. Mais vous pouvez pas nous en vouloir en fait. Quand votre médecin vous diagnostique une grippe, vous vous en prenez pas au médecin. Bah là c'est pareil. On a des débuts de réponses sur ce qu'il faudrait construire, mais on peut pas trouver toutes les réponses à nous tout seuls. C'est collectivement qu'on va faire ça, et si vous voulez approfondir la critique d'aujourd'hui, je vous invite vraiment à venir sur ma chaîne, voir ma série vidéo sur le vieux. Dans tous les cas, on doit s'organiser, on doit prendre conscience de notre force, on doit aussi se soutenir et se critiquer pour avancer, ça fait partie du truc. C'est pour ça que Padu a monté son asso avec son Tipeee, et que la Zawaprod a aussi lancé son Tipeee à recruter du monde, et que moi j'essaie aussi modestement de lever des fonds. Bon, il me fait un peu de peine, allez lui donner une petite pièce et s'abonner à sa chaîne. A plus.